Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous recevons ce soir Babacar Gaye qui est économiste. Vous le savez, c'est l'actualité qui l'exige. Le ministère des Finances et du Budget a publié le rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre 2025. Plus de 2200 milliards de francs CFA mobilisés en recettes, mais des dépenses qui dépassent 2800 milliards. Avec un déficit d'environ 600 milliards. Que signifient ces chiffres pour notre économie et pour les citoyens? Pour en parler, nous recevons donc, je vous le disais tantôt, M. Babacar Gaye, qui est économiste, docteur bien sûr, économiste. Bonsoir et bienvenue, M. Gaye. Bonsoir, M. Diouf. Bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler définition. Quand on parle d'un rapport d'exécution budgétaire, pour le commun des mortels, à quoi ça devrait renvoyer concrètement? Concrètement, tout d'abord, il faut comprendre que le rapport, c'est d'abord une loi qui a été votée pour rendre en quelque sorte la redevabilité au peuple sénégalais. Parce que quand le gouvernement a été nommé, il est allé à l'Assemblée nationale pour avoir un budget annuel. Par la suite, il y a eu le budget. Il y a eu la loi de finances initiale, après il y a eu la loi de finances rectificative. Aujourd'hui, on peut dire que ce rapport d'exécution budgétaire va entrer dans le cadre du loi de finances rectificative. Donc en quelque sorte, c'est un peu faire un bilan de mi-parcours de comment l'argent qu'on a voté pour le gouvernement a été utilisé pour l'entrée des Sénégalais. Un bilan à mi-parcours, comment vous autres économistes avez-vous interprété ce bilan, le deuxième trimestre 2025, quelle est votre lecture de cette situation qui nous a été présentée ce week-end? Sur le papier, on peut dire que c'est positif dans la mesure où on a connu quand même une croissance à 2 chiffres. On va y revenir certes. Une croissance à 2 chiffres peut-être qui a été notée lors du premier trimestre. Oui, évidemment, c'est bon de préciser cela. Mais bon, pour moi, en tant qu'économiste, je dis parfois, j'aime pas trop les chiffres quand on parle de croissance parce que c'est un élément quantitatif alors que nous savons que ce qui est important aujourd'hui ce sont des éléments qualitatifs. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de nos dirigeants là sur éviter ce qui s'est passé récemment puisse les arriver. C'est-à-dire, en un certain moment donné, le gouvernement précédent mettait trop l'accent sur la communication chiffrée de l'économie. Alors que l'économie, ce n'est pas les chiffres en réalité. C'est comment le Sénégalais vit l'actualité, comment le Sénégalais vit le quotidien. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on parle de croissance à 2 chiffres. Mais on a l'habitude de dire la croissance, ça ne se marche pas. Mais est-ce que réellement il y aura des répercussions dans le quotidien des Sénégalais? C'est la question que tout le monde se pose d'ailleurs. C'est là où on attend carrément le gouvernement. Mais sortir un rapport, et c'est bien parce que c'est la loi qui l'impose, et si on les félicite pour la transparence, mais la communication ne devait pas porter sur les chiffres, mais plutôt comment cela va impacter le quotidien du Sénégalais. Et c'est là où on attend réellement, le gouvernement. Parce qu'avoir une croissance à 2 chiffres, aller dans les pays où il y a des régimes dictatoriaux, donc il y a des croissances à 2 chiffres, mais cette croissance n'a pas été repartagée dans la population. Parfois, c'est un peu partagé entre le dictateur et ses amis. Donc, raison pour laquelle, pour moi, mettre l'accent sur une croissance à 2 chiffres, ce n'est pas important du tout. Oui, la croissance ne se mange pas, mais les chiffres, on ne peut pas les éviter non plus. On va parler, par exemple, des charges financières de la dette. La dette payée à hauteur de 500 milliards, on va parler chiffres encore, qui concernent les commissions et les intérêts. En glissement annuel, elles ont enregistré une hausse. Ces charges financières, une hausse significative de quelques 290 milliards, c'est quand même... Oui, c'est énorme. En fait, la dette, il faut comprendre aussi que la dette est intergénérationnelle. Donc, eux, ils ont hérité la dette. Donc, forcément, ils doivent quand même payer la dette pour pouvoir contracter aussi d'autres dettes. Donc, pour moi, la question de la dette, j'ai une position assez claire. Il faut mettre le curseur pour moi sur l'efficience de la dette. Maintenant, ils sont en train de corriger ces choses-là. On va les accompagner à corriger maintenant. Ce qu'on attend réellement, c'est que ces emprunts-là qu'on va faire en prêt,
comment on va les investir dans l'économie pour que ça puisse avoir un impact. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'impact, parce que ce qui est important, ce que nous attendons, c'est qu'on puisse nous dire au lendemain de ces chiffres-là, quel est le changement qu'il y a dans le quotidien des Sénégalais. Et c'est là où c'est important. On a parlé des investissements qui sont carrément au ralenti. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les dépenses en consommation sont carrément exorbitantes. On l'a constaté aussi au niveau du rapport. On a constaté aussi que le déficit est en train d'être maîtrisé, entre guillemets. Tout ça, c'est bien. Mais moi, je précise encore, quel est l'impact au niveau du quotidien des Sénégalais? Un ami disait ça, que les chiffres ne peuvent pas dérouler une économie en tant que telle. Parce que nous tous, nous pouvons falsifier des chiffres, nous tous, nous pouvons manipuler des chiffres. Mais ce qu'on ne peut pas manipuler, c'est le quotidien des Sénégalais. C'est-à-dire, est-ce que le Sénégalais sent réellement les efforts que le gouvernement est en train de faire? Alors, la publication du rapport, c'est quelque chose de positif quand on parle de transparence. Mais également, il faudrait peut-être adopter une autre démarche qui inclut les intérêts des Sénégalais. Comment à quoi vous vous attendez concrètement pour mieux toucher le Sénégalais? Au-delà des chiffres, ne pas leur parler de chiffres seulement, mais leur présenter quoi pour qu'ils s'intéressent vraiment aux chiffres contenus dans ce rapport? Pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord la sociologie du Sénégalais. C'est-à-dire comment le Sénégalais pense, comment le Sénégalais réfléchit quand on parle d'économie. Pour moi, c'est ça. Et on a raté cette cape. C'est-à-dire que nous, on définit l'économie autrement que les Sénégalais définissent l'économie. On est resté dans le classique. Oui, dans le classique. En fait, pour le Sénégalais, il faut manger, il faut dormir, il faut se soigner et avoir une bonne éducation. Le Sénégalais, quand il a ça, c'est bon. Mais aujourd'hui, on sent nettement que quand le ministre de l'économie parle, il parle à une portion de Sénégalais, c'est-à-dire des gens qu'on appelle le formel, et l'informel est laissé carrément en rade. Donc pour moi, il faudrait redéfinir l'économie à la sénégalaise. Qu'on puisse dire que voici l'économie à la sénégalaise. Et là, on va toucher là où ça fait mal. Parce que c'est ça qui est important. On a beau faire des voyages, aller rencontrer des dirigeants partout dans le monde. C'est bien beau de diversifier les partenariats. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que les Sénégalais attendent réellement? C'est que notre quotidien puisse changer. Et pour arriver à ces résultats-là, il faudra qu'on puisse redéfinir l'économie à la sénégalaise. Donner l'économie un tampon sénégalais. Oui, ça va être peut-être pas du pain sur la planche pour ces autorités qui sont parties sur une certaine lancée, mais quand même, elles pourraient prendre en compte vos considérations. On va quand même tout de même parler des dépenses de personnel. On a constaté que là aussi, il y a eu quelques excès. La masse salariale exécutée pour un montant de 724 milliards sur les 6 premiers mois de 2025, soit 48%. Les chiffres, vous ne les aimez pas, mais je vais vous les donner. Alors, comparé à la même période en 2024, cette masse salariale a augmenté, 22 milliards. Là aussi, c'est pas trop faciliter la tâche aux Sénégalais pour qui vous prenez part. Bon, l'augmentation de la masse salariale peut être due à d'autres phénomènes, c'est-à-dire ça peut être dû à une production intense. C'est-à-dire qu'on peut recruter dans certains secteurs qui avaient des manques, comme par exemple au niveau de l'éducation. Vous avez vu que le président a dit, lorsqu'on a supprimé certaines agences, on a essayé de réinjecter ce fonds-là au niveau donc, du recrutement de certains enseignants. Donc peut-être c'est dû à ça. Je n'ai pas encore vérifié en tant que tel comment nous avons fait pour que les charges salariales puissent augmenter telles quelles. Mais tout compte fait, pour moi, si les charges salariales ont augmenté, on a payé les salaires à des Sénégalais. Donc le problème, ce n'est pas l'augmentation de cette masse salariale. C'est-à-dire, parce qu'on n'a pas payé à des Togolais ou bien à des Ivoiriens, mais on a payé à des Sénégalais. Qui vont consommer. Qui vont consommer et ça va retourner dans l'économie. Et là où c'est important, où le gouvernement doit agir, faire en sorte que ce que nous consommons soit issu de notre propre production. Qu'on ait une production interne assez intense. Comme ça, ça va permettre maintenant, si on vous donne même cette masse salariale explose, maintenant il y aura une consommation interne qui permettra quand même une production interne assez intense. Donc là où il y a la production, forcément il y aura la demande. Alors,
pour parler encore de ces dépenses par endroit assez exorbitantes, mais, le Sénégalais, par exemple, comme vous venez de le dire, ce qui lui importe le plus, c'est de pouvoir s'habiller, de pouvoir manger, de pouvoir se loger. Mais on a constaté quand même que dans ce domaine-là, les investissements, par exemple, ont connu une baisse qui est assez considérable, puisque le taux de réalisation ou d'exécution par rapport au crédit ouvert, il est de 30% seulement. Évidemment, en économie, on a l'habitude de dire, si vous voulez comprendre ou bien connaître les priorités d'un gouvernement, suivez ses dépenses. Donc aujourd'hui, si on voit qu'il y a beaucoup plus de dépenses de consommation que de dépenses d'investissement, donc ce gouvernement n'est pas dans l'optique d'investir. Ça, c'est une réalité en fait. Maintenant, ça peut s'expliquer. C'est un nouveau régime qui vient, qui n'a pas encore pris en charge tous les dossiers, et les partenaires techniques et financiers ne l'ont pas encore fait tout à fait confiance, ce qui fait qu'il y a une diminution des dons. Quand vous regardez, les dons ont drastiquement diminué. Ils sont, ils sont à 19 milliards. 19 milliards, donc soit 8%. Donc vous voyez que les dons ont diminué, et cela est dû parfois à des choses du genre, les partenaires techniques financiers ne vous font pas trop confiance, ou bien même le changement de régime aussi peut s'expliquer. Mais est-ce que ça ne peut pas aussi quelque part s'expliquer? Si on prend le cas de l'Union européenne, à qui on a interdit nos eaux, qui ne peuvent plus venir pêcher chez nous, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de résistance de leur côté pour que ça impacte un peu ces dons budgétaires? Mais vous savez, quand un gouvernement prend une décision, c'est parce qu'il a déjà fait une étude ex ante pour mesurer l'impact de sa décision. Donc je pense qu'en bonne foi, que le gouvernement n'a pas osé arrêter les accords de paix sans pourtant faire une étude ex ante pour savoir les tenants et les aboutissants de ces mesures-là. Parce que tout compte fait aussi, les Européens ne vont pas laisser les bras croisés. Ils ont des intérêts à défendre. Donc si nous, on les interdit nos eaux, forcément, ils vont essayer d'agir autrement. Donc pour moi, à mon humble avis, peut-être les autorités ont eu à faire des études ex ante pour mesurer l'impact que ces mesures, que ces décisions vont avoir sur le quotidien des Sénégalais. Maintenant, le fait que les Européens puissent maintenant mettre carrément le bras de fer, aujourd'hui, il faut comprendre que le Sénégal, tout le monde a besoin du Sénégal. Ce n'est pas le Sénégal qui a besoin des autres, mais eux, ils ont besoin de nous. C'est à nous de valoriser maintenant ce que nous avons. C'est à nous maintenant de donner de la valeur sur nos ressources naturelles. Aujourd'hui, quand on parle de cette augmentation, de cette croissance, c'est dû donc à notre exploitation des hydrocarbures. Oui. Donc le gaz et le pétrole. Au premier semestre, quelques 35 milliards, c'est pas, donc, vous voyez, pas négligeable. Ces multinationales-là ont besoin du Sénégal. Et nous avons ce qu'eux, ils n'ont pas. C'est à nous maintenant de voir, de leur montrer que vous avez besoin de nous, mais non l'effet contraire. Et là, il faut prendre des mesures assez fortes. Des mesures assez fortes, je pense que le gouvernement a déjà commencé à agir dans ce sens avec la dernière présentation du plan de redressement économique et social, même si d'aucuns l'ont qualifié de plan d'austérité, je ne sais pas si c'est votre avis, mais c'est quand même aussi un plan dans lequel on s'attend à ce qu'il y ait une réduction drastique, pour ne pas dire une suppression des subventions qui pourrait peut-être un peu alléger les consommateurs, les ménages. Personnellement, je ne partage pas l'avis, dans la mesure où je qualifie ce plan de redressement économique et social d'un plan économique. Ça, j'assume carrément. Peut-être il y a des manquements, il faut le noter aussi. Comme j'ai l'habitude de dire, le plan est un plan conjoncturel dont les ambitions sont structurelles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait revoir. Parce que quand on parle de redressement, on n'a pas présenté un plan de relance économique. Parce qu'on ne peut pas vouloir 90% de ce que nous cherchons dans nos ressources endogènes et il n'y a pas un plan où il y a de relance économique. C'est-à-dire pour qu'il y ait carrément de ressources endogènes, il faudra que l'économie tourne. Et on n'a pas senti un levier fort où on a agi pour permettre à cette économie endogène-là de tourner. Parce que l'économie endogène, nos moteurs d'économie endogène, c'est l'agriculture, c'est l'industrie.
Donc aujourd'hui, l'agriculture est carrément en train, c'est une réalité parce qu'il n'y a pas d'investissement au niveau de l'agriculture. Bon, peut-être avec le voyage du Premier ministre au niveau du Turquie, donc au niveau de la Turquie, on a parlé même de Exim Bank qui va venir essayer de financement sans endettement. Parce que quand on parle de financement sans endettement aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Parce que le dire comme ça, les gens vont penser que les Turcs vont venir investir et qu'il n'y a pas de contrepartie. Il y a des contreparties. Il n'y a pas de garantie souveraine, quoi. Oui, c'est juste en quelque sorte, ils vont investir dans un projet, soit en termes de partenariat public-privé, et je pense bien que ça sera des partenariats public-privé, et en quelque sorte, avec des négociations, voir maintenant dans quelles conditions maintenant la banque va rentrer dans ses fonds. Mais à la fin de la journée, ce que nous pouvons retenir, c'est comment faire pour que ce plan de redressement puisse avoir les effets escomptés. Pour moi, ça sera trop compliqué parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas encore présenté des études ex ante. Parce que je mets l'accent sur ces éléments-là. C'est important de faire des études ex ante. Ce sont ces études-là qui vont nous permettre de comprendre l'impact de ces mesures-là. Et derrière, essayer de nous proposer au moins un plan de relance économique. Il y a un fait dont il faudrait peut-être se réjouir aussi, c'est le recours aux ressources internes, même si dans ce rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre 2025, ces ressources sont assez faibles par rapport aux ressources extérieures. Mais ça peut faire l'objet quand même d'une satisfaction, parce que on pourrait même dire que commencer à s'autofinancer en interne et sur le marché sous-régional, ce serait peut-être un clin d'œil ou bien un appel du pied au FMI pour leur montrer que nous pouvons aller de notre propre chef dans notre développement. Vous savez, tous les pays du monde rêvent de ce qu'on appelle un développement endogène. Mais le développement endogène, ce n'est pas cette baguette magique qui va le faire. Le développement endogène, c'est d'abord le secteur privé national. Et nous, notre secteur privé national est quasi inexistant. Mais qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'on en parle tout le temps. Vous savez, le secteur privé national, eux, ils ont un réel problème d'accès à ce qu'on appelle la compétitivité. Parfois, vous prenez un secteur privé national, une entreprise locale, vous lui donnez un marché, elle a du mal même à commencer le marché parce qu'il va s'autofinancer ou bien même se préfinancer. Il n'y a pas une banque qui est là, prête à les accompagner pour au moins préfinancer le marché. Ça, c'est un réel problème. L'autre problème, c'est-à-dire que nos gouvernants ne sont même pas prêts à accompagner notre secteur privé national. Ils peuvent gagner des marchés, mais le gouvernement ne les considère pas comme il considérait les étrangers. C'est-à-dire qu'avec un étranger, on peut lui donner même, voire même plus ce que l'étranger avait demandé. Mais s'agissant d'un national, on va lui demander comment c'est le travail. Après, nous allons essayer de voir comment vous payez cela. Et après, ils ont un réel problème. Ce que le ministre Abdourahmane Diouf disait, c'est l'État du Sénégal vous doit de l'argent et il vous demande un quitus fiscal pour vous payer votre argent. Ça dit que c'est aberrant. Pour moi, il faut essayer de voir comment aider le secteur privé national. Et c'est ce secteur privé national qui peut impulser cette croissance endogène-là. On ne peut pas parler de développement endogène sans un secteur privé national fort. Et c'est important. Depuis l'accession du président Bassirou Diomaye Faye, donc au niveau du suffrage universel national, on a constaté que le gouvernement essaie maintenant de diminuer cette dépendance extérieure. Ça, c'est une réalité. On les en félicite, on les encourage à aller dans ce sens-là. Mais il faudrait qu'ils mettent l'accent sur le secteur privé national. Un pays ne peut pas avoir un développement endogène autant pour moi, sans qu'il y ait un secteur privé national assez fort. Oui, vous avez dit qu'il faut que le secteur bancaire s'ouvre à ce secteur privé, mais également il faudrait que l'État aussi, de son côté, soit prêt à payer à temps cette dette intérieure. Évidemment, c'est-à-dire, aujourd'hui, pour moi, il faut réformer pas mal de choses. On parle même de ce qu'on appelle la loi, c'est pas une loi, mais c'est une loi d'investissement. Bon, j'ai oublié le terme. C'est-à-dire ce qui nous permet d'investir au Sénégal. Hein. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut réformer cette loi-là. Il ne faut pas permettre à des multinationales de venir au Sénégal s'implanter avec 100% des actions qui les appartiennent. Donc il faudra qu'on puisse réformer le code des investissements. Et ça, c'est important. Et l'autre phénomène par rapport au secteur privé national, pour moi, tant qu'on n'a pas une souveraineté bancaire,
on ne pourra pas gagner cette pari. Donc il faudra que l'État puisse aller dans cette optique-là. Maintenant, si l'État ne peut pas pousser le secteur privé national à investir au niveau du secteur bancaire, l'État peut mettre en place une banque d'investissement. Et là, je rejoins directement mon ami et frère, le docteur Seydou Bokoum, qui a beaucoup développé cette théorie de mettre en place une banque d'investissement qui va accompagner, il ne serait-ce que le secteur privé national pour qu'il soit au moins compétitif sur le marché national et international. Oui, il a été même agité, je pense, par ce gouvernement, ou même un peu avant d'accéder au pouvoir. L'idée de mettre en place aussi, et là c'est un clin d'œil à la diaspora, mettre en place une banque aussi, parce que ces gens-là aussi, ils injectent beaucoup d'argent dans ce pays, ça a été noté dans le rapport, leur participation au développement, l'argent qui nous vient de la diaspora. Il faudrait aussi penser à mettre en place une banque qui recueille, qui prend toute cette manne financière-là qui vient de l'étranger, parce que la manière dont c'est réparti, la manière dont c'est dépensé dans ce pays, on le sait, c'est très souvent dans la consommation ou uniquement dans le bâtiment. Oui, vous savez, pour la diaspora, là aussi je pense que on a peut-être surévalué ou bien même sous-évalué donc l'apport de la diaspora, mais la diaspora a un sérieux problème, c'est-à-dire la confiance. Si on parvient à régler un cadre qui leur permet d'avoir de la confiance, ou injecter leur argent, le problème sera résolu. Mais comment s'organiser pour en arriver à ce... Pour moi, la chose est simple. Il faudrait impliquer davantage les gens de la diaspora. Et je ne parle pas des gens qui voyagent 2 fois, 3 fois. Il y a des gens qui sont de la diaspora, qui connaissent la diaspora, qui comprennent, voici ce qu'on appelle les défis, voici donc les problèmes que nous rencontrons. Quand on envoie notre argent, parfois c'est détourné à d'autres fins. Parce qu'ils n'ont pas donc ce cadre-là qui leur permet d'avoir de la confiance. Et pour moi, je pense que le gouvernement pourrait essayer de voir, je ne sais pas comment on va l'appeler, sous forme d'assises de la diaspora, et ils vont réfléchir ensemble comment mettre en place une structure qui leur permette de capter les fonds envoyés et pouvoir les inviter, orienter les investissements dans les secteurs porteurs. Parce que ce qui est important aussi, ce n'est pas investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, la tendance, c'est l'investissement dans l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est bien. C'est des choses à corriger. Oui, c'est bien. Mais pour moi, il faut orienter les investissements dans les secteurs porteurs. C'est l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et essayer de créer la chaîne de valeur. Et quand on crée la chaîne de valeur maintenant, on crée des emplois. Et permettre maintenant, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit la fois passée, que l'État doit faire en sorte que les grosses industries qui sont là puissent travailler avec les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises sous forme de sous-traitance. Ça doit être une exigence. On demande maintenant à cette grosse industrielle de travailler avec les petites et moyennes industries. Peut-être pour gagner un marché, il faudra y aller avec 5 petites et moyennes entreprises ou bien 5 et petites PMI pour gagner au moins un marché étatique. Ça permettra au moins de pouvoir régler pas mal de choses. Parce que n'oublions pas que si un pays doit se développer, ce n'est pas les grosses industries qui vont les développer. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui peuvent développer un pays. Oui, en parlant même de ces petites et moyennes entreprises, la difficulté majeure à laquelle elles sont confrontées, tout comme aux autres entreprises, c'est ces tracasseries ou cette lenteur administrative. On a aussi une administration assez rugueuse dans ces procédures. Et ça aussi, ce n'est pas pour aider. Oui, tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas donné une définition de l'économie à la sénégalaise. On a tenté de donner une définition de l'économie de Raymond Barre, ou bien même de John Maynard Keynes, ou bien mon chrétien. Donc, mais cette définition de l'économie à la sénégalaise, c'est ça qui nous manque. Contextualiser. Ça dit contextualiser, voici l'économie d'un Sénégalais, ce qu'on appelle le Jolof économie. Et ça, c'est important de le définir. Et c'est ça qui nous permet, non pas de formaliser le secteur informel, parce que le charme de notre économie, c'est l'informel. Nous, quand on se réveille, notre premier contact, c'est le secteur informel. Et l'économie, en définition simple, n'est rien d'autre que l'échange que nous partageons entre agents économiques. Et là, tous nos partages que nous faisons, tous nos échanges se font entre informels. Donc, essayons de voir comment encadrer ce secteur informel-là, le faire comprendre maintenant. Vous allez aller dans le processus de la formalisation
mais ça ne va pas être quelque chose qui est imposé, mais ça va venir naturel. C'est ce qu'a appelé le professeur Aboukan, ce qu'on appelle le schéma de l'apprentissage ou bien la courbe de l'apprentissage. Donc automatiquement, une fois arrivé à un tel niveau, c'est l'informé même qui va vouloir se formaliser et l'État va y gagner parce que l'informé joue un rôle déterminant. Là où l'État devrait être, c'est l'informé qui est là-bas. Parce que l'État devrait faire en sorte de faire des transferts à tout Sénégalais. Mais aujourd'hui, on se réveille un bon jour, on te dit que va aller dans l'atelier de ton oncle. Et là, au moins, tu aides l'État à caser des populations. Donc là, c'est important de revoir carrément cette système de formalisation donc, du secteur informel. Voilà, Monsieur Gaye, on est au terme de notre entretien. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de Soir d'Info, deuxième partie. Je le rappelle, nous recevions Monsieur Babacar Gaye. Il est économiste et il nous entretenait du rapport d'exécution budgétaire du second semestre de 2025. Merci de nous avoir reçus chez vous. Restez avec nous. Le meilleur est à venir sur la télévision Futur Média. On se retrouve demain à 20h.